Bonjour, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Christian Sarraud, je suis secrétaire général du syndicat national de l'équipement de la cuisine, le SNEC. Je souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Merci à vous professionnels d'être si nombreux dans le cadre de cette assemblée générale virtuelle, donc un tout petit peu particulière, de votre organisation professionnelle. Le SNEC, votre organisation professionnelle, est au service des professionnels. J'insiste sur le mot service, car telle est notre vocation, être entièrement à votre service, notamment pour vous alléger de toutes ces tracasseries administratives. Elles seront de plus en plus nombreuses, aussi bien en droit social, en droit commercial et droit de la consommation, en droit fiscal, également en médiation de la consommation. Nous allons aborder tous ces sujets dans un format très court, nous l'espérons, car vous êtes quasiment en train d'ouvrir vos magasins. Le SNEC, c'est également une organisation professionnelle qui a vocation à défendre, bien évidemment, tous vos intérêts. Je prends un exemple qui est très important pour nous, c'est la prorogation du taux réduit de TVA, mais également la formation avec les CQP et notamment leur financement. Ce qui nous permet, bien évidemment, d'être, je reviendrai sur le sujet, représentatif. Pour revenir au sommaire de notre AG 2020, nous allons donc, selon un format que j'appellerai un peu télévisuel, vous proposer un certain nombre d'intervenants, notamment le président d'exercice, Émeric Foissé, mais également dans le cadre des adhésions réseau, vous aurez la possibilité d'entendre et de voir Dante Giacomelli, le directeur général de Cuisine Design Industrie, Laurent Blum, le directeur général de Chimie Group, Philippe Rozet, le directeur général de Groupe Fournier, et puis ensuite, nous aurons un vrai débat, alors bien évidemment, qui sera précédé par la partie compte 2019, il s'agit d'une assemblée générale, et vous aurez la possibilité de nous donner le quitus en votant électroniquement, comme pour l'élection de vos administrateurs. Et nous aurons donc un grand plateau qui sera animé par Thierry Dardel, le directeur des ventes et exports d'Arthur Bonnet, et avec un certain nombre d'intervenants, Stéphane Véron, le président d'MSA, Christophe Chenu, le gérant de Bloom France, et puis Damien Boursier, le directeur général de CompuSoft. Comme je vous l'ai dit, vous aurez bien évidemment ensuite les résultats de votre vote électronique. C'est un vote très particulier, le plus simple possible, comme vos courses sur Internet, puisque vous avez pendant 10 jours durant eu la possibilité de voter à la fois pour le collège fabricant comme pour le collège distributeur. Donc j'aurai plaisir à vous donner les résultats de cette élection en fin d'AG. Ensuite, bien évidemment, après cet AG dont le format, je l'espère, sera le plus court si je ne suis pas trop bavard, vous aurez des ateliers thématiques post-AG. Je vous invite fondamentalement à les visionner. La raison est simple, c'est qu'ils sont animés par tous nos avocats. Je prends l'exemple de maître Maxime Buchet, notre avocat en droit fiscal. Je prends l'exemple de Valérie Bogart, notre avocate en droit social, avec notamment deux présentations des dispositions gouvernementales post-Covid. Nous aurons maître Sarah Temple-Boyer, qui est notre avocate en droit commercial et droit de la consommation, qui nous parlera encore et toujours du litige, et elle a raison parce que nous avons de plus en plus au SNEC d'appels à la fois de consommateurs et de vous-même, et donc nous sommes bien évidemment à votre service dans le cadre des embarras parfois judiciaires que vous avez. Je terminerai bien évidemment par un autre plateau après Sarah Temple-Boyer, qui est donc le plateau de la médiation de la consommation, puisque vous savez que nous sommes rattachés à l'AME Conso. Nous aurons donc la présidente, qui est maître Angela Albert. Et nous terminons sur un plateau tout aussi intéressant, qui est vraiment notre problématique à nous qui avons des magasins de cuisine, c'est le recrutement. Donc c'est un plateau qui sera animé par Amanda Clouseau, qui est administratrice SNEC, et qui est bien sûr fondatrice et animatrice de concepteurvendeur.fr. Je voulais donc, avant de commencer cet AG, remercier très chaleureusement tous les intervenants. Vous allez voir, ils sont très nombreux, pour cet exercice très difficile d'enregistrement, puisque ce sont souvent des enregistrements à domicile, mais cela anticipe bien évidemment la communication au niveau de votre organisation professionnelle, mais également au niveau de vos entreprises, c'est-à-dire la communication live. Alors, j'aurais tendance à dire, un tout petit peu pour paraphraser un ancien président, nous devons lutter ce qu'on appelle la fracture digitale, c'est-à-dire qu'il nous faut naturellement disposer de toutes vos adresses e-mail, que nous ayons un équipement qui puisse disposer à la fois des logiciels adaptés, de l'informatique adaptée et de la bande passante nécessaire pour que nous soyons le plus rapidement en réseau. Dès demain, dans ce contexte un peu particulier digital, nous allons expérimenter, puisque c'est notre vocation, c'est d'expérimenter toujours et encore. Et donc, nous allons vous proposer des ateliers e-live
Je voulais simplement vous en donner un mot. Je pense notamment d'ateliers IT, je pense à Kessenbaumer, je pense à Blanco, je pense à 2020 notamment. Et le premier de ces ateliers e-live sera joint à un atelier juridique dont le sujet sera l'étiquetage. La raison est très simple, hein, en 2 mots. Si vous avez dans votre magasin de cuisine un produit d'électroménager, une pièce d'électroménager mal étiquetée, c'est 500 € par pièce dans le cadre d'une visite impromptue de la DGCCRF. Voilà. Eh bien, ces ateliers live, c'est ce que nous appellerons les rencontres SNEC e-live de la cuisine. Donc, c'est une initiative SNEC que nous allons très rapidement mettre en place et vous proposer une initiative SNEC qui fédère. Alors, je souhaite bien évidemment que cette expérimentation d'AgiLive fasse date dans la promotion de tous nos métiers et bien sûr dans la profession. J'ajouterai simplement que vous aurez la possibilité de revoir cet AG ainsi que l'ensemble des plateaux en replay. Et sachez également que nous sommes actuellement en train de travailler sur notre future chaîne YouTube. C'est cela le SNEC, c'est où le pire des risques, c'est de ne pas en prendre. Et pour reprendre une expression très chère à notre regretté Pierre Desproges, Magnéto Serge. Bonjour à tous, je suis Aymeric Foissé, président du SNEC depuis 6 ans. Je suis heureux de vous retrouver pour cette assemblée générale au format un peu inhabituel. J'espère que vous allez bien et que vos magasins ont pu se déconfiner en toute quiétude. J'aimerais aborder avec vous 2 sujets, enfin en tout cas faire un bilan sur l'activité du SNEC durant ces dernières années et puis envisager un petit peu l'avenir de ce que sera demain notre organisation professionnelle à votre service. Alors, sur la partie bilan, vous connaissez bien sûr les résultats qu'on a pu avoir au cours de ces dernières années sur la TVA, sur la préservation de la TVA, sur la convention collective et les avantages qui en ont été retirés dans vos magasins, bien sûr sur la formation et le financement de la formation, mais également sur l'aspect pédagogique que nous avons su mettre en œuvre et faire financer. Aujourd'hui, on peut se targuer de plusieurs milliers de CQP, concepteurs-vendeurs, managers des ventes et poseurs qui ont été financés et dispensés durant ces dernières années. Et c'est bien sûr une des grandes fiertés du travail du SNEC. Le SNEC est intervenu récemment pour le Covid. On a fait un choix assez singulier de ne pas vous abreuver d'informations, puisqu'il était finalement assez simple de transférer toutes les informations que nous pouvions recevoir, mais on a fait le choix de vous envoyer l'essentiel, c'est-à-dire d'en faire l'analyse, la synthèse, et de vous faire partager des fiches pratiques. Vous avez certainement vu les courriers qui vous ont été envoyés, avec des fiches pratiques et des explications succinctes de ce qu'il fallait retenir, de l'essentiel. Alors cette crise du Covid-19 évidemment est passée, et il nous faut maintenant aborder l'avenir au sein à la fois d'un fonctionnement des organisations professionnelles qui a évolué. Pour rappel, hier, il y avait 700 branches. Demain, il n'y en aura plus que 50. Le SNEC sera la branche sectorielle au sein d'une grande branche de l'équipement de la maison. Et il nous faudra être fort. Alors évidemment, à 1300 magasins, on est fort. On a les moyens de discuter, de convaincre les pouvoirs publics que la TVA est un élément important. On a les moyens de faire de notre métier, de valoriser notre métier face à la grande distribution qui peut-être un jour écrasera l'offre. On va pouvoir également faire face aux exigences croissantes des consommateurs. Les avocats servent à cela, mais l'union aussi, et donc le fait de pouvoir échanger entre nous des solutions des uns et des autres, permet à la communauté d'en profiter. Le SNEC, c'est ça. On a besoin d'être ensemble pour pouvoir faire de notre métier toujours un des plus beaux métiers qu'il soit donné de faire dans la distribution de la maison, et puis surtout de pouvoir continuer à gagner de l'argent, parce que le nerf de la guerre et l'essentiel de notre métier, c'est également pour que nos entreprises soient profitables. Et ça passera que par la préservation de nos marges, et avec un métier qualitatif, nous y arriverons. Voilà, je tenais donc à vous délivrer ce petit message en vidéo. J'espère que cette assemblée générale vous plaira. Le format, il n'y a pas de petit four, il n'y a pas de bière. Ce sera peut-être pour la prochaine fois, sans doute pour la prochaine fois. En attendant, le format court devrait répondre et vous présenter le SNEC dans les meilleures conditions possibles. Et puis je terminerai par un proverbe africain. Seul, on va plus vite.
Ensemble, on va plus loin. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier vivement et chaleureusement Christian Sarraud et Nathalie qui ont été parfaits pendant cette période, tout comme ils sont parfaits en général de leur travail. Donc un grand merci à eux de nous accompagner aussi efficacement. Bonne Assemblée Générale à tous. Mon ami Thierry Lardel, à côté, me disait que, bien évidemment, Magnéto Serge, ça n'est pas notre regretté Pierre Desproges, mais Thierry Ardisson. Donc, pardon à vous, internautes, de cette petite faute malencontreuse. Bien, l'occasion m'est donnée de remercier, au nom des membres du bureau, des administrateurs, des professionnels de Nathalie et moi-même, le président Émeric Foisset en exercice. Il a souhaité, pour des raisons personnelles et d'autres orientations, de ne pas se présenter pour un troisième mandat. Alors, je reviens sur l'Assemblée Générale. C'est bien sûr la présentation des comptes. Vous le savez, votre organisation ne vit qu'à travers vos cotisations et bien sûr la rémunération de nos services. Je citerai auprès de Comexposition et Foire de Paris que je salue, donc pour l'aide à la commercialisation des espaces, pour l'animation, la médiation de la consommation et notre permanence sur site pendant toute la durée de la foire. Je sais qu'Anne-France, qui est directrice générale de Foire d'automne est devant nous, je la salue et nous espérons bien évidemment la rejoindre pendant Foire d'automne de cet automne prochain. Nous n'avons donc pas la moindre subvention et donc votre présence à nos côtés nous est très précieuse. Nous sommes donc très vigilants sur la moindre dépense, mais notre vocation syndicale, c'est d'expérimenter toujours et encore. C'est la raison pour laquelle en 2018, nous avons créé donc un centre de formation que nous avons appelé Campus Next. Ça n'a pas été une réussite. Ça nous a permis d'expérimenter que la formation est donc un métier très difficile à la fois pour les cursus et également pour le financement. Et donc c'est vrai que nous court encore une petite ligne de crédit sur l'exercice 2019. Je rappelle d'ailleurs à cette occasion que la formation de vos collaborateurs, c'est une nécessité absolue, qu'elle est partie prenante de notre parcours professionnel. Et nous sommes fiers d'ailleurs de disposer en France des meilleurs établissements de formation, qu'ils soient sous enseigne comme Schmitt, comme Mobalpa, comme Arthur Bonnet, comme ERA, mais également pour les avoir tous visités, je salue également TCO, notre partenaire, la Fabrique, les CFA, CFP comme Sainte-Catherine-le-Mans et bien sûr les centres AFPIA. Alors maintenant, place au rapport financier. En temps réel, vous, adhérents du SNEC, munis de votre code personnel, rien de plus facile, celui donc qui vous a permis de voter pendant 10 jours pour vos représentants au conseil d'administration. Vous allez donc voter avec votre smartphone, votre iPhone, votre tablette, pour le quitus des comptes 2019. Je vous donnerai bien sûr en direct les résultats des votes dès la fin du rapport financier. Donc, je laisse la parole à Alexandre Baudin, notre expert comptable, et à Sophie Kessard, notre commissaire aux comptes. Bonjour, donc je suis Monsieur Baudin, je représente le cabinet ABV Expertise. Donc nous nous sommes occupés de l'arrêté des comptes 2019 du SNEC. Donc, nous allons faire un résumé assez simple des comptes. On va commencer par le chiffre d'affaires qui était de 432 000 € en 2019 contre 435 000 en 2018. Sur les 432 000, nous avons 258 600 € de cotisation contre 223 000 en 2018. Il y a donc une bonne progression. Et le salon, en 2019, les salons ont représenté 104 000 € contre 124 000 en 2018. Concernant les charges externes, donc la plupart sont des frais fixes. Ils sont de 192 000 en 2019 contre 353 000 en 2018. Il y a donc une forte réduction des frais fixes, notamment au niveau des loyers. Le siège social est passé de Paris aux environs de Lyon, en générant effectivement une baisse significative des loyers. Les assurances aussi ont beaucoup baissé, les frais de déplacement, pour ne citer que les plus importants. Concernant la masse salariale, elle représente 153 700 € en 2019 contre 106 000 en 2018.
L'effectif moyen était environ de 2 personnes en 2019, mais il ne reste qu'un salarié en fin d'année 2019, qui est la secrétaire principale de M. Sarraut, qui s'occupe de la gestion quotidienne du SNEC. Le résultat d'exploitation ressort déficitaire encore cette année pour 14 990 €. L'année dernière, en 2018, on était à moins 43 000 € environ. Le SNEC a payé un impôt société cette année sur la partie salon, qui est une partie commerciale, pour 6 616 €, à peu près la même proportion que 2018. Concernant le bilan, nous avons la trésorerie qui reste encore très saine. Nous sommes à 282 000 € environ de trésorerie. Il n'y a pas d'endettement à long terme, ce qui veut dire que toutes les dettes qui apparaissent dans le bilan sont des dettes à court terme et des dettes courantes d'exploitation, donc qui sont réglées au fur et à mesure de l'avancement du temps. Le résultat, il ressort négatif encore cette année à moins 25 632. Mais nous avons bon espoir de finir l'année 2020 avec un résultat équilibré. Voilà, nous espérons que ces comptes que vous avez pu voir vous donneront satisfaction. Et je vous dis à la prochaine fois, à l'année prochaine. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose maintenant de passer donc à la lecture de notre rapport en tant que commissaire aux comptes sur les comptes du SNEC 2019. Tout d'abord, notre opinion. En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels du SNEC relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 22 mai 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière du patrimoine du SNEC à la fin de cet exercice. Bien, eh bien, écoutez, je tiens à vous remercier. Nous sommes actuellement en direct donc, sur les votes. C'est un vote organisé par Néovote, suivi par la Commission informatique et liberté. C'est donc du sérieux. Donc, j'ai là immédiatement les résultats des votes. Je tiens tout naturellement à vous remercier, puisque nous avons obtenu le quitus donc, des comptes de l'exercice 2019. Voilà, merci. Donc maintenant, nous allons passer à l'adhésion réseau avec normalement. Bien, dans l'adhésion réseau, le mot représentativité a du sens. C'est d'ailleurs Jean-Charles Vogler qui m'a appris ce mot, qui me l'a fait connaître, que je salue d'ailleurs. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai pris l'importance considérable de ce mot représentativité. Je vous rappelle que dans le cadre du rapprochement des branches et du négoce de l'ameublement, nous sommes donc la seule chambre sectorielle de FNEM FENACEREM. Nous avons donc pris au SNEC conscience que le nombre significatif de magasins de collaborateurs nous permettait ou pas de nous faire entendre et de participer ou pas activement aux décisions de la branche. C'est la raison pour laquelle le SNEC est la seule organisation professionnelle à ne s'occuper que des professionnels de la cuisine. Il est donc une obligation vitale et absolue de réunir en son sein tous les professionnels, qu'ils soient fabricants, qu'ils soient distributeurs, qu'ils soient membres associés ou équipementiers. J'en appelle donc à chacun d'entre vous, je sais que vous êtes très très nombreux, qui ne nous avez pas encore rejoints. Je pourrais vous citer aussi bien les réseaux Tesser et Tessa et saluer bien évidemment le président André Tesser qui était lui-même président du SNEC pendant près de 3 mandats. Mais je pense également à Georges Abou du réseau Aviva, je pense à Valérie Cotel, je salue Delphine Pochet qui doit être également derrière son écran.
Je salue bien sûr mon camarade Marc Edel du réseau Agencia, Alexis Le Breton qui est également présent pour le réseau de ça. Et donc, bien évidemment, je ne peux que m'excuser de ne pas en avoir cité d'autres. Et j'en ai certainement omis. Donc, dans cette perspective d'adhésion par réseau, le SNEC disposait individuellement de magasins sous enseigne Schmitt, Cuisinella, Mobalpa, Perel, Socook. Et donc, j'ai le grand honneur d'accueillir, bien évidemment, les dirigeants de Schmitt Group et de Groupe Fournier. Et surtout, je voulais vraiment vous saluer, vous tous, toutes et tous qui êtes donc nos nouveaux adhérents, puisque nous avons fait une augmentation de près de 213% pour une organisation professionnelle du nombre d'adhérents cette année à la minute où je vous parle. Je voudrais simplement également adresser un mot d'affection pour Dante Giacobelli et Dino Tadio, qui aujourd'hui est chez Noblesse International, qui était à l'époque le directeur de l'enseigne Comera. Ils ont été les premiers à inscrire l'ensemble des réseaux Comera puis Arthur Bonnet dès 2017. Donc je laisse la parole à Dante Giacobelli, directeur général de Cuisine Design Industrie. Pourquoi dès 2017 j'ai pris la décision de faire adhérer au SNEC en groupe le réseau Arthur Bonnet et Comera. Les éléments qui m'ont amené à prendre cette décision en 2017 sont principalement deux. Le premier, c'est la force du collectif, et deuxième, la possibilité d'avoir un seul interlocuteur pour des sujets différents. Quant à la force du collectif, l'idée sous-jacente, c'était vraiment de pouvoir permettre à nos concessionnaires de bénéficier d'une instance représentative de la profession qui pouvait avoir un point important dans les échanges avec les différents acteurs publics ou privés. Nous savons tous que notre métier est assez atomisé en termes de distribution. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de points de vente sous différentes enseignes dans le métier de la cuisine et que quand on a affaire à des acteurs publics, que ce soit l'administration ou d'autres acteurs, c'est difficile de pouvoir avoir un point important dans les discussions si on est tout seul. Donc, de cela, le fait de pouvoir faire bénéficier à nos réseaux de la force d'un collectif que nous, on avait identifié à l'époque dans le SNEC. Un autre point de force du SNEC, c'est aussi le conseil d'administrateur du SNEC. C'est-à-dire qu'au conseil d'administration du SNEC siègent des acteurs qui ne viennent pas que de magasins de cuisine, mais aussi des fabricants à la fois de meubles de cuisine et d'autres produits tels que l'électroménager, plan de travail ou autres, même dans le service, qui peuvent apporter une richesse dans les différents échanges et discussions qu'on a à avoir pour faire progresser la profession des cuisinistes et qui peuvent aussi apporter une vision complètement différente avec une prise de recul importante par rapport aux activités qu'on a à amener au quotidien dans le magasin de cuisine. Nous savons tous que gérer un magasin de cuisine, ce n'est pas une activité simple. Il y a plein d'éléments qui rendent compliquées les activités au quotidien. Et de cette réflexion-là, c'est venu aussi le fait de mettre en avance pour nos réseaux la possibilité d'avoir un seul interlocuteur, le SNEC, pour des problématiques différentes, que ce soit à la fois fiscales, juridiques, sociales. Et autre que ça, avoir au sein du SNEC ou en tant que prestataire du SNEC des experts dans des différents domaines. Ça, c'est une richesse très importante parce que, comme je le disais tout à l'heure, déjà le métier, il est compliqué. Si, en plus, on doit s'éparpiller pour trouver le bon interlocuteur, pour trouver la réponse à des problèmes qui sont importants dans la gestion d'un point de vente de cuisine, on perd du temps. Le fait d'être adhérent au SNEC permet aussi, et comme je le disais tout à l'heure, d'avoir un seul interlocuteur qui après dirige les différents cuisinistes sur des experts métiers. Et ça, c'est vraiment un point très important.
À la base, il y avait vraiment une volonté de donner à nos concessionnaires une facilité d'échange, la possibilité d'avoir des échanges avec des acteurs de la profession, mais qui ont aussi une vision différente et aussi leur faciliter la vie au quotidien. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Laurent Blum, je dirige Schmidt Group depuis quelques temps. J'ai 53 ans et je vais vous parler du projet que nous souhaitons porter pour le SNEC. Tout d'abord, quelques mots de la situation inédite que nous vivons depuis les dernières semaines. Crise sanitaire, dans une certaine mesure crise économique, mais aussi occasion et obligation de nous réinventer. Durant toute cette période, le syndicat a été aidant, nous aidant à récolter des informations, les interpréter, les diffuser, adapter les protocoles, avoir des relations avec les partenaires bancaires, etc. Le syndicat a joué son rôle d'aider la communauté durant la crise. Au-delà de ce moment très particulier, le projet que nous portons pour le SNEC concerne 4 éléments majeurs: la préservation des acquis, la coordination opérationnelle, la transformation structurelle et l'attractivité du métier. Préservation des acquis pour commencer, c'est évidemment clé. Nous avons 2 acquis notamment très importants, la TVA à taux réduit et le financement des formations professionnelles. Évidemment, les tentations pourraient être qu'ils soient remis en cause. Nous devons lutter au maximum pour les préserver le plus possible, le plus longtemps possible. Deuxième point, la coordination opérationnelle, ça c'est le rôle de tout syndicat, d'aider sa communauté à être entendue sur des sujets tels que les soldes, la durée du travail et les écotaxes. Nous devons peser au bon moment, au bon niveau, avec le bon poids pour être entendus et faire préserver les intérêts de la filière. Troisième pan, transformation structurelle. Évidemment, plus encore maintenant, les choses vont s'accélérer, notamment avec la digitalisation, et il va falloir donner un cadre à tout un tas de choses telles que la vente à distance, la vente à domicile, Internet, etc. Nous devons faire face à des situations de plus en plus volatiles et être agiles. Et enfin, attractivité du métier. Notre force première, c'est l'humain. Nos maillages du territoire avec tous les magasins que représente le SNEC sont une étape indispensable pour que le consommateur puisse voir, toucher le produit, mais aussi interagir avec un vendeur. Et c'est pourquoi on doit absolument attirer des jeunes et des talents dans ces métiers. Il y a une déconnexion entre la réalité de ce beau métier et son attractivité, et le syndicat doit nous aider à promouvoir cette filière auprès des jeunes, auprès des écoles, et rendre cette filière très attractive. Nous avons la conviction que ces 4 enjeux sont partagés par la majorité d'entre vous. Préservation des acquis, coordination opérationnelle, transformation structurelle et attractivité du métier. Il nous faut un syndicat fort et représentatif de notre diversité pour agir. Pour la force, nous avons souhaité, avec le groupe Fournier, faire adhérer l'ensemble des magasins afin de peser plus auprès des instances auprès desquelles nous devrons agir. Pour la diversité, nous avons une conscience aiguë que nous devons représenter l'ensemble des diversités des adhérents du SNEC, qu'il s'agisse de magasins affiliés à une enseigne ou de cuisinistes indépendants. De toute manière, nous avons une unité commune qui est le magasin et nous allons représenter au mieux chacune des composantes de la diversité. Chez Schmidt Group, nous avons une devise qui est « être les meilleurs, respecter chacun, réussir ensemble ». Et nous croyons que ça peut s'appliquer à ce que l'on veut faire au SNEC. Autrement dit, nous devons avoir le meilleur syndicat possible, celui qui représente au mieux les intérêts de tous. Respecter chacun, c'est-à-dire représenter chacune des diversités qui existent au sein du syndicat comme dans tout corps social. Et enfin, réussir ensemble, qui est le but ultime, c'est non seulement de réussir, mais ensemble, en représentant tout le monde au service de ce beau métier. Aussi, on vous remercie d'avance du soutien enthousiaste que vous aurez pour le projet que nous proposons de porter au nom du SNEC. Merci à tous, bonne suite de réunion et à bientôt. Au revoir.
Bonjour à toutes et à tous. Pourquoi avoir fait le choix de faire adhérer 100% des magasins Movalpa, Socook et Perren au SNEC? Fournier, au travers de son enseigne Movalpa, a toujours été un partenaire naturel du SNEC. Nous avons toujours participé à la vie de notre syndicat professionnel. Depuis 2015, tous les magasins Socook, Movalpa et Perren sont adhérents à la FNAEM. Au sein de la FNAEM, le SNEC est un acteur majeur dans un syndicat puissant et représentatif. Toutefois, à l'usage, nous nous sommes rendus compte qu'il était important de renforcer encore le poids du SNEC au sein de la FNAEM. Cuisiniste spécialiste est un bien commun à tous les distributeurs de cuisine, bien commun qui transcende le rattachement à un réseau ou à une enseigne. Le métier de spécialiste cuisine, et au-delà le métier d'agenceur sur mesure, peut être menacé ou phagocyté à moyen terme sous la pression du développement des nouvelles technologies ou d'autres métiers de l'équipement de la maison. Tous les métiers de spécialiste cuisine, manager, vendeur, poseur, conducteur de travaux, et au-delà tous les métiers de l'agencement sur mesure, sont de très beaux métiers dont il faut encore renforcer les savoir-faire, les valoriser, les mettre en avant, tant vis-à-vis des pouvoirs publics que des acteurs eux-mêmes et des acteurs futurs, mais aussi vis-à-vis du grand public. C'est ce que nous attendons du SNEC, renforcer encore son savoir-faire et son expertise pour nous accompagner dans les formations, renforcer encore son savoir-faire et son expertise dans la défense et la mise en avant de nos métiers, de nos très beaux métiers. L'événement Covid a montré tout l'intérêt d'un syndicat professionnel structuré pour être audible vis-à-vis des pouvoirs publics, tout en étant proche des métiers pour apporter des réponses pragmatiques et cohérentes avec la réalité du terrain. Je tiens d'ailleurs à profiter du temps de parole qui m'est donné pour remercier tous les acteurs du SNEC, tous ceux qui ont œuvré au quotidien à côté de nos magasins pour les accompagner dans la période difficile que nous venons de traverser. Notre adhésion totale au SNEC, et par cette adhésion, nous voulons apporter l'ensemble du poids que nous représentons sur le marché français au bénéfice de notre métier, donc au bénéfice de toutes et tous. Voilà, en quelques mots, le sens de notre décision et notre volonté d'accompagner le SNEC et d'accompagner sa réussite au sein de la FNAEM. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente convention et avec l'espoir et le souhait de pouvoir très vite vous rejoindre. À très bientôt. Le 12 novembre 2019, dans le cadre de notre dernière AG, nous avions présenté les rapports, bien sûr, moraux des exercices 2018-2019 qui sont à votre entière disposition. Cette année, pour ce premier semestre un tout petit peu particulier, il nous a semblé donc intéressant de revenir sur le mode opératoire du SNEC pendant cette crise du Covid-19, ça nous semblait plus intéressant. Alors cette pandémie, quel que soit notre statut, que nous soyons chefs d'entreprise, journalistes ou simples citoyens que nous sommes, nous a tous pris de court. Et donc votre organisation professionnelle, il a donc fallu réagir et vous apporter à vous des réponses concrètes. Alors, vous l'avez noté, face à la multiplication et la multiplicité des sources d'information, où chaque nouvelle a contredit la précédente, nous avons pris le parti du qualitatif et non du quantitatif. Donc, nous avons simplement fait une analyse de tous les arrêtés, décrets et ordonnances et nous les avons soumis dans cette analyse à l'approbation de nos avocats spécialisés en droit du fiscal, en droit du social et en droit commercial et droit de la consommation. Nous avons fait une mise en page spécifique et bien évidemment, ce qui me semble intéressant rétroactivement,
c'est que le SNEC a été une des premières organisations bien évidemment dans la médiatisation d'une simple grippette, a été l'une des premières organisations à prendre une décision, une position ferme sur le rester chez vous. Donc, bien évidemment, nous avons été toujours permanents, nous n'avons pas cessé de répondre à vos questions puisqu'il y avait, je dirais, le commencement d'un traumatisme collectif. Et nous avons donc diffusé régulièrement un certain nombre de SNEC Info. Je retiendrai les mesures de soutien aux entreprises, le rapport des échéances fiscales et sociales, les arrêts de travail de chômage partiel, le dispositif de report du paiement des loyers, etc. etc. Je reviendrai sur deux sujets, le cas de force majeure, puisque là, c'est encore un sujet d'actualité, notamment dans le cadre des procédures, puisque nous sommes dans une zone de déconfinement et qu'il y a encore malheureusement la possibilité d'être contaminé. Et également, dans cette liste non exhaustive, je voulais simplement vous signaler que nous avons édité également le guide des bonnes pratiques. Nous avons devancé la Fédération française du bâtiment et la CAPEB, nous en sommes assez fiers. C'est un document qui, bien sûr, nécessite aujourd'hui des modifications. Il y a d'autres documents qui sont sortis, celui de la Fédération française du bâtiment et bien sûr celui de FNAEM et la CERAM. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons souhaité non pas nous adresser qu'à nos adhérents, mais bien évidemment à l'ensemble des professionnels. Et donc, nous avons démultiplié nos sources d'information auprès des réseaux de nos équipementiers. Je prends l'exemple des messages, je prends l'exemple de CompuSoft, je prends l'exemple de concepteurvendeur.fr. Alors, en termes de communication, vous savez que nous avons un partenariat qui est historique, qui est stratégique, qui est politique avec l'officiel des pays que nous plébiscitons à chaque instant. Mais je crois qu'il nous faut également remercier toutes les rédactions, qu'elles soient en B2B ou en B2C, qui ont eu la gentillesse d'accueillir tous nos éditos SNEC pendant ce confinement. Alors, Néomag, l'officiel des cuisinistes, Cuisine et Bain Magazine, Univers Habitat, Market, je l'espère dans un temps proche Néodomo. Sachez que vous êtes très chaleureusement remerciés. Je souligne simplement que la presse écrite et digitale professionnelle est indissociable de tous nos métiers et leur analyse est extrêmement pertinente. Ne les oublions jamais dans nos plans de communication. Je ferai juste un très léger focus sur le dernier document que nous vous avons adressé, qui s'appelle le document traçabilité. C'est un document remarquable fait par donc maître Valérie Bogart en droit du social et maître Sarah Temple-Boilly en droit commercial et qui nous permet à nous qui avons des magasins de cuisine bien évidemment d'avoir une traçabilité dans l'exemple d'une jurisprudence et elles seront peut-être nombreuses. Donc utilisez ces documents, ils sont donc très importants et ils vous permettront face à un juge d'avoir les documents nécessaires. Le SNEC, donc, très rapidement, essaye de faire la démonstration qu'événement après événement, il peut être en capacité de s'adapter, loin de toute cacophonie, mais bien évidemment, aucune partition en raison d'actualité n'est écrite. Je dirais en résumé que c'est vous, les professionnels, qui donnez le tempo, les membres du bureau et donc les administrateurs sont les meilleurs musiciens, le chef d'orchestre en est le président. Je vais laisser donc la parole à Nathalie Gauthier. Nathalie Gauthier est notre assistante de direction, c'est la pièce maîtresse du jeu. Elle va nous parler notamment des services du SNEC. Quels sont les services du SNEC ? Pour vous, adhérents du SNEC, le SNEC, c'est un site web, www.snec.org, avec un espace qui s'appelle l'espace SNEC Pro. Vous vous connectez avec vos codes d'accès et vous avez la possibilité de charger une multitude de documents dans notre Contratech, également des documents et puis des informations sur notre glossaire qui peuvent vous être utiles dans votre quotidien et tout notre espace SNEC Info dans lequel vous retrouvez l'ensemble de nos SNEC Info si jamais vous l'avez perdu ou que vous voulez le retélécharger, vous l'imprimez, voilà, tout est disponible sur cet espace. C'est également un médiateur de la consommation, l'AME, l'association médiateur européen, qui vous permet d'avoir dans vos conditions générales de vente, et ça il faut le rappeler, depuis le 1er janvier 2016, vous avez obligation, vous professionnels, de faire apparaître dans vos conditions générales de vente un médiateur de la consommation. N'hésitez pas à vous rendre sur l'espace SNEC Pro
pour vérifier dans notre contrat tech, dans les conditions générales de vente du SNEC qui sont établies par nos avocats, le petit pavé médiation qui vous permettra de le comparer avec le vôtre, et n'hésitez pas à faire votre mise à jour. Également, toujours disponible pour vous par téléphone et par mail pour répondre à vos questions qui sont traitées immédiatement si nous avons la réponse et on vous l'apporte. Et si nous avons besoin de faire appel à nos avocats spécialisés pour nous aider, cela se fait dans le cadre de l'assistance juridique. Également, toujours sur le site internet, une page adhérent sur laquelle votre magasin figure. Cette page permet aux consommateurs de voir et de rechercher un cuisiniste proche de chez lui, adhérent au SNEC. Donc voilà, une belle image éthique et valeur partagée par le biais de cette page adhérent. Et également, voilà, je la présente, la Vitrophanie 2020, qui vous sera à tous envoyée et qui est un petit peu, comme certains d'entre vous connaissent quand ils vont au restaurant, cette espèce de petite stickers qu'il y a posé sur les vitrines. Pour nous, c'est pareil. Ce sera votre stickers à coller sur la vitrine et pour montrer aux consommateurs, lorsqu'il se présentera devant chez vous, que vous êtes un adhérent SNEC et que vous adhérez aux valeurs du SNEC. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour. Je vous remercie de votre attention à tous et nous, au SNEC, on vous attend par téléphone, par mail. N'hésitez pas. Merci, à bientôt. Certes, le Covid-19 nous a peut-être endeuillés, nos amis et parfois même nos proches. C'est une catastrophe dont il est difficile de se relever. Merci donc à toutes celles et ceux qui ont été en première ligne, y compris les métiers de première nécessité, qu'ils en soient chaleureusement remerciés. Mais nous, oui, nous avons dû affronter les fermetures de nos usines, de nos magasins, mis nos collaborateurs en chômage partiel. Nous avons dû gérer nos trésoreries déficientes, mais nous n'avons pas vécu l'exode sous les bombardements. Nous sommes restés confinés, certes, difficile épreuve entre le mari, l'épouse, les enfants. J'ai écrit dans un édito que 52% des Français rangeaient et 8% faisaient l'amour. Alors donc la libido n'était pour certains pas au rendez-vous, d'autres faisaient de la gymnastique dans leur entrée au son d'I Will Survive. Mais d'autres, comme Igor Levit, je le signale, nous aura offert 20 heures de piano ininterrompu sur les vexations d'Eric Satie, un vrai moment de bonheur. Donc, que retiendra donc l'histoire avec un grand H? C'est un peu l'ironie du genre. C'est 3 mois d'isolement avec planétaire, avec peut-être l'impossibilité simplement de ne pas aller se faire couper les cheveux. Et nos consommateurs dans tout cela, eh bien, ils auront pris conscience que leur habitat n'était absolument pas adapté, encore moins au télétravail, et la pièce préférée des Français, équipée sur mesure tout autant. Aujourd'hui, les consommateurs se précipitent chez Zara, chez Decathlon et dans nos magasins. Donc nous sommes très très heureux de les accueillir. Le marché de la cuisine équipée, vous le savez, hors électroménager et pause, représente une valeur de 3,6 milliards d'euros TTC et la progression des ventes a été de 6,2% en 2019. Donc, nous le savons, au fil des années, de plus en plus de spécialistes cuisine développent donc des offres globales pour aménager et agencer toutes les pièces de la maison. C'est donc aujourd'hui la cuisine qui va accueillir demain le meuble. Nos spécialistes gagneront des parts de marché dans les autres pièces de la maison, c'est une quasi-certitude. Mais le monde d'après-Covid ne sera pas identique à celui d'avant et sa nécessité d'impacter notre activité, c'est là toute notre interrogation. Les questions que nous nous posons, c'est naturellement la rentrée de septembre, quid de cette permanence de la consommation, ce qui va modifier effectivement le rapport au magasin et la relation aux consommateurs, vente digitalisée, vente à distance, vente sur Internet, vente à domicile et de facto les nouvelles compétences requises pour nos vendeurs. Donc, je vais laisser la parole à Christophe Gazel, directeur général de l'IPEA. Avec un tout petit mot que je soulignerai, nous disposerons, à compter de ce jour, d'un baromètre du marché de la cuisine. Donc, nous sommes très très heureux d'accueillir Christophe Gazel, donc directeur général de l'IPEA. Il va vous présenter 3 scénarios. Bien sûr, nous partageons le dernier, et je viens d'en donner un certain nombre de chiffres. Et ensuite, après le plateau de Christophe Gazel, je laisserai ma place donc à Thierry Dardel, directeur des ventes export d'Arthur Bonnet, sur le plateau, une nouvelle approche commerciale.
Eh bien, le marché de la cuisine intégrée, il représente 3,6 milliards d'euros TTC, juste les meubles, hors l'électroménager, hors la pose. Ça représente maintenant 27% de la valeur du marché du meuble, en deuxième position derrière les meubles meublants, qui représentent 34% du marché. Les spécialistes dans tout ça, eh bien, ils pèsent plus de la moitié des ventes de cuisine intégrée, même s'ils sont fortement attaqués par la grande distribution de bricolage et la grande distribution ameublement. Les spécialistes sont les seuls spécialistes qui jouent réellement un rôle différencié sur le marché. Quand on voit le rôle des spécialistes literie ou des spécialistes salon, eh bien, ils ne sont pas suffisamment spécialistes pour créer de la valeur par rapport aux attaques permanentes de la grande distribution. Et le rôle du spécialiste cuisine est bien entendu de happer une partie du marché de la cuisine intégrée, mais on voit bien que depuis plusieurs années, avec l'appui des fournisseurs, ce marché des spécialistes cuisine est en train d'entamer les autres pièces de la maison. Donc, le spécialiste cuisine devient un agenceur qui a attaqué en premier la salle de bain, le séjour, les couloirs, les chambres avec le dressing. Et on voit bien que ce rôle du spécialiste cuisine va s'élargir au fur et à mesure des années. Encore faudra-t-il que le consommateur comprenne qu'un spécialiste cuisine peut s'occuper d'autres pièces, et là, la communication sera extrêmement importante. Eh bien, oui, la crise du Covid, elle est extrêmement difficile à vivre. Elle sera difficile à vivre dans les mois à venir. L'IPEA a réalisé 3 scénarios pour estimer l'atterrissage du marché à fin 2020. Il y a un premier scénario qui considère qu'il y a un report d'achat du consommateur, donc les consommateurs vont avoir du mal à retourner en magasin. Et ce scénario amène un marché du meuble qui va atterrir aux alentours de moins 24%. Un deuxième scénario, le consommateur ne met pas le meuble dans les arbitrages, dans ces arbitrages de consommation, la voiture passe bien avant. Et du coup, dans ce scénario de déconsommation, le marché atterrit à moins 30%. Puis un troisième scénario, un scénario auquel je crois énormément, c'est le fait que les Français ayant été bloqués pendant 2 mois chez eux, ces Français sont en train de se rendre compte qu'il y a plein de choses qui vont pas dans leur maison. Ils ont envie de surinvestir dans la maison chérie. Les arbitrages sont favorables au secteur de l'ameublement et le marché de l'ameublement termine à moins 10%. On voit bien que pour l'instant, l'évolution du marché est difficile à cerner. La consommation est entre parenthèses et c'est au rôle de tous les acteurs d'occuper le terrain et d'inciter le consommateur à arbitrer pour leur maison chérie plutôt que pour d'autres dépenses de consommation. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Thierry Dardel, directeur des ventes France Export pour Arthur Bonnet. J'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et devant vous sur ce plateau Nouvelle approche commerciale. Christian l'a indiqué juste avant, le monde d'après ne sera plus exactement le monde d'avant. Il se construira forcément sur les bases du monde d'avant, mais avec des différences et qu'on peut déjà noter aujourd'hui. Christophe vient de vous présenter un certain nombre d'hypothèses et un scénario qu'on a tendance plutôt à retenir, et qui a une traduction déjà dans l'activité des magasins. Alors, les différences sur ce monde d'après, ça a été, et Christian l'a très bien indiqué, le confinement et le fait que les Français ont vécu pendant 2 mois, 2 mois et demi chez eux, avec un rapport à l'habitat qui est en train d'évoluer, et un rapport qui serait, qu'on pourrait qualifier de « je t'aime moi non plus », c'est-à-dire l'habitat protecteur, le cocon, l'endroit où on se retrouve en famille pour se protéger de ce Covid. Et en même temps, puisqu'on est à la maison tous les jours, on doit partager l'espace en famille avec les enfants qui étaient aussi là, et puis différentes activités personnelles, professionnelles, l'aide aux enfants, faire du sport, alors dans l'entrée ou pas, sur le son de Highway for Life ou pas, mais finalement avoir cette multifonctionnalité de l'habitat, un habitat protecteur, un habitat dont on s'est rendu compte des différentes carences. Finalement, puisque je travaille à la maison, est-ce que j'ai la place de travailler à la maison? Et si je travaille dans ma cuisine, est-ce que ma cuisine s'y prête? Cuisine ouverte aujourd'hui, pièce à vivre, pièce préférée des Français. Est-ce que ça correspond? Est-ce que j'ai la place de ranger mes documents? Et on s'installe dans ce monde-là. Il y a une statistique très intéressante là-dessus. C'est les ventes d'imprimantes, par exemple, qui montrent qu'on s'installe dans cette notion de télétravail, par exemple, donc qui va modifier l'habitat. On a vendu beaucoup d'imprimantes au début du confinement et on continue d'en vendre beaucoup après la fin du confinement. Preuve que beaucoup de personnes qui pensaient retourner au bureau, finalement, vont y retourner, mais pas autant qu'avant, et vont passer du temps en télétravail. Et du coup, ça ouvre des perspectives vers d'autres possibles. Un sondage récent
indique que 76% des Français envisagent de faire des travaux de rénovation importants, alors qu'ils soient énergétiques ou de modification de leur maison, de leur appartement. Et puis, c'est des changements de vie, c'est une réflexion sur le sens de pourquoi je travaille, pourquoi je vis. Est-ce que finalement, l'endroit où je vis me correspond ? Certains Parisiens, on a beaucoup entendu, sont allés se confiner en province, au bord de la mer, à la montagne, etc. Et on voit aujourd'hui, dans les grandes villes, des gens qui vendent leurs biens pour se dire, bah, finalement, je vais aller m'installer ailleurs et vivre différemment. Et ça a forcément un impact sur notre façon de vivre chez soi, en particulier dans la pièce cuisine, avec aussi une notion de bond en avant. Certains sociologues qui étudient notre façon de vivre aujourd'hui disent qu'on a fait un bond d'une dizaine d'années en avant, dans le futur en fait. Dans notre rapport à la hiérarchie, forcément, j'ai un rapport à la hiérarchie qui est différent puisque je côtoie plus mon boss et mes collègues tous les jours de la même manière puisque je travaille à la maison. C'est aussi une modification des rapports familiaux, c'est une meilleure appréhension du digital puisque finalement j'utilise des outils digitaux pour prendre l'apéro avec les copains, mais aussi en visioconférence avec les collègues. Et puis évidemment, et on va le voir aussi, là, le boom des achats online, puisque les magasins physiques étant fermés, on devait acheter, à commencer par ces produits de première nécessité, en ligne. Alors, justement, sur ce rôle d'Internet, il y a un laboratoire qui est très intéressant, c'est celui de la grande distribution alimentaire, et en particulier en Chine. La Chine a un peu d'avance sur nous dans le confinement et le déconfinement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'évidemment, les Chinois ont acheté leurs produits alimentaires en ligne pendant le confinement. C'était des ventes qui ont cru de plus de 75%. Mais depuis le déconfinement, ces ventes alimentaires ont continué à croître de l'ordre de 15%. Alors c'est intéressant de regarder la Chine, elle a un temps d'avance par rapport au Covid, et à ces nouvelles façons de vivre, et puis parce que l'alimentaire, c'est un produit de première nécessité, consommation de masse, qui préfigure très souvent ce qui se passe sur les marchés plus spécialisés comme le nôtre. D'ailleurs, les ventes d'Alibaba, qui est une enseigne chinoise, comme vous le savez, de vente à distance, ont explosé après la première épidémie de SARS qui avait touché la Chine il y a une dizaine d'années. Si on regarde aujourd'hui les demandes sur Internet liées à la cuisine, on s'est aperçu dès le début du confinement que des mots-clés comme cuisine équipée, cuisiniste, ont vu des recherches qui ont baissé de l'ordre de 75% par rapport à 2019, la même période, dès le début du confinement, dès la semaine du 15 au 20 mars. Pour dès début mai, ces recherches sur Internet, augmentaient de manière extrêmement sensible, toujours sur ces mêmes mots-clés. C'est-à-dire que dès que les Français ont su qu'on allait être déconfinés, dès que ça a été confirmé, que cette date du 11 mai, que nous avons tous en tête, a été confirmée, eh bien ces recherches ont repris parce qu'on s'est rendu compte que la pièce cuisine dans laquelle on vivait, dans laquelle on travaillait, dans laquelle on faisait la cuisine culinaire, il y a des émissions de télé aujourd'hui tous les soirs avec un chef célèbre qui explique comment se préparer un plat, un dessert. Les Français on fait la cuisine 3 fois par jour, on prend un petit déjeuner un peu plus élaboré. Au lieu de manger avec les collègues au resto ou à la cantine, on mangeait à la maison, puis le soir, on élaborait. Et on s'est rendu compte que finalement, la pièce cuisine ne convenait pas à ces nouveaux usages de télétravail, de cuisine plus culinaire, plus élaborée. Et les recherches ont explosé sur Internet. Alors, nos produits ne sont pas des produits de première nécessité, on parle de produits de troisième nécessité, c'est-à-dire des produits dont on a besoin tout le temps, par opposition aux produits alimentaires ou pharmaceutiques qui ont eu un pic de recherche sur Internet, notamment pendant la période du confinement. Et cette nouvelle demande s'exerce en magasin de manière très sensible depuis le 11 mai, puisqu'on constate une fréquentation physique des magasins extrêmement sensible, mais également une fréquentation sur Internet des enseignes. Aujourd'hui, beaucoup de demandes se font sur Internet, beaucoup de sites Internet sont visités, et c'est frustré du Covid, ces consommateurs qui ne se plaisent plus dans leur cuisine, sont acheteurs et sont acheteurs tout de suite. Je vais citer une statistique, alors que c'est la seule fois où je vais parler de l'enseigne dans laquelle je travaille, qui est Arthur Bonnet. Ces consommateurs sont des consommateurs pressés. 80% des commandes qui nous sont passées par nos magasins sont des commandes à livrer avant septembre. C'est-à-dire qu'on a des consommateurs acheteurs et acheteurs maintenant. Alors, cette nouvelle approche commerciale, dans le monde de l'habitat et de la cuisine en particulier, répond à 4 idées fortes qu'on peut analyser. Le premier, c'est d'être hyper centré sur les clients et sur leurs besoins. Le deuxième, cette deuxième caractéristique, c'est être hyper flexible en termes d'approche commerciale, d'écoute, d'être hyper rassurant. On a besoin
autant qu'on est, à titre personnel, à titre professionnel, être rassuré dans le monde dans lequel on s'engage aujourd'hui, qui est un petit peu nouveau, un petit peu différent. Et les consommateurs n'y échappent pas. Et puis, c'est d'être aussi fidèle à son propre ADN, à sa propre marque. Si un consommateur a choisi votre magasin aujourd'hui ou votre enseigne, c'est bien parce que c'est un choix raisonné et parce qu'il y a imaginé, y trouvé des réponses que d'autres n'auraient pas pu lui apporter. Centré sur les personnes, centré sur les clients, ça veut dire être à l'écoute des besoins très spécifiques que les consommateurs ont pu déceler justement, ces fameux frustrés du Covid, dans l'usage qu'ils ont de leur pièce cuisine, avec des idées très précises en termes de rangement, d'ergonomie, qu'on verra un peu plus tard dans les magnétos que nous présenterons. Et cette notion d'hyperflexibilité, si on doit y revenir en 2 mots, c'est cette capacité en fait d'écouter, de s'adapter très vite à cette demande qui change, qui a commencé à changer et qui va très certainement continuer à changer, à la fois dans son expression des besoins, des motivations des clients, mais également dans sa forme. Peut-être on aura des demandes, même certainement, qui s'exprimeront en ligne, peut-être un peu moins en magasin physique. Et puis, être hyper rassurant, là aussi en 2 mots, c'est rassurer le consommateur sur le choix de l'enseigne qu'il a choisi, qu'il a sélectionné dans sa shortlist pour étudier son projet, et rassurer sur le fait que le projet qu'on va lui imaginer va correspondre à ses nouveaux besoins qu'on a évoqués là. Et puis, enfin, pour terminer sur la notion d'ADN, propre à chacune des marques, chaque magasin a quelque chose de spécifique à offrir aux consommateurs qui poussent la porte ou qui le contactent sur Internet. Et si le consommateur vous a choisi, vous, encore une fois, c'est parce qu'il imagine que vous allez lui apporter des solutions spécifiques et qui correspondent véritablement à ses besoins. Voilà. Alors, je vais maintenant laisser la parole dans un magnéto à Stéphane Véron, qui est le président de MSA France, qui est aussi vice-président du SNEC, qui va nous expliquer ça, notamment cette notion d'hyper-personnalisation. Alors, comment MSA voit l'innovation dans l'espace cuisine? Bon, MSA, l'innovation, ça a toujours été une volonté, dans tous les cas, de pouvoir se différencier. L'innovation aujourd'hui, c'est une recherche permanente de nouvelles solutions. Elle est intégrée aujourd'hui dans une vraie organisation qui permet aujourd'hui de sortir chaque année des nouveautés, voilà, qui sont intégrées dans un catalogue annuel. L'importance de l'innovation chez MSA France, c'est une vraie volonté aujourd'hui de différenciation. On est sur un marché qui est assez dynamique, qui demande aujourd'hui de se différencier. L'innovation est nécessaire pour qu'une société comme nous existe et soit pérenne. Le rôle du designer chez un équipementier, il est très important aujourd'hui. Nous l'avons initié il y a une 15aine d'années, même presque 20 ans maintenant. On a une équipe aujourd'hui intégrée de 2 designers en propre qui permet aujourd'hui surtout de travailler très en amont de nos projets pour pouvoir se retrouver des solutions qui sont vraiment différenciantes, aussi bien techniques, esthétiques que fonctionnelles. Alors, est-ce que j'ai des exemples d'innovation 2020? Oui, bien entendu. Dans le catalogue MSA 2020, on a une centaine de nouveaux produits. Parmi ces produits, je pourrais vous parler du Mercury, qui est un bloc-prise suspendu, intégrant un luminaire. C'est une innovation aujourd'hui intéressante par rapport à ce qui existe sur le marché, car on peut, dans tous les cas, amener une prise au-dessus d'un meuble, enfin, au-dessus d'un îlot, si on le souhaite, très simplement dans tous les cas. Donc, une installation particulière, car c'est une prise et pas un luminaire, mais avec une esthétique qu'on a amenée innovante. Un grand merci à Stéphane qui vient de nous expliquer là la notion d'accessoirisation et l'accessoirisation, pas pour accessoiriser la cuisine, mais pas pour le fait de l'accessoiriser, mais pour le fait de justement traiter cette demande spécifique. Vous aviez des consommateurs et qui vous demandaient des prises en crédence ou un plan de travail, c'était normal, il fallait brancher la cafetière, le robot ménager. Là, on va toujours brancher sa cafetière et son robot ménager. J'ai travaillé en télétravail pendant 2 mois et demi, j'ai bu des quantités considérables de café, j'étais content d'avoir ma cafetière, mais j'avais aussi besoin d'une prise RJ45 et d'une connexion USB et pour travailler dans ma cuisine, et beaucoup de consommateurs vont avoir ces besoins-là. Stéphane vient vous expliquer l'importance que ça peut représenter. Je vais laisser maintenant la parole à Christophe Chenu, qui est gérant de Bloom France, qui va vous expliquer comment il a enquêté pour découvrir justement les nouvelles attentes des consommateurs. Bonjour à tous, je suis Christophe Chenu, gérant de la filiale de Bloom en France. Je suis très heureux de faire partie de
les invités par le SNEC et donc de pouvoir vous parler d'ergonomie dans l'habitat, thème qui nous est cher chez Blue. Alors, qu'est-ce que c'est l'ergonomie dans l'habitat? Il nous paraît important de pouvoir étudier, observer les consommateurs finaux chez eux afin de savoir quels peuvent être les besoins non exprimés. Et c'est au travers de ces observations que nous allons les découvrir. Aujourd'hui, nous avons développé ces observations sur l'habitat complet plutôt que sur la cuisine comme auparavant. Et donc dans l'habitat, une évolution en termes d'ergonomie qui nous paraît importante et nécessaire, c'est de pouvoir regagner du volume de rangement en hauteur. Il est essentiel pour ceux qui habitent dans des petites surfaces ou dans des appartements dans de très grandes villes de pouvoir utiliser la totalité du volume. Alors vous venez de le voir, c'est l'ensemble de la profession en fait, qui aujourd'hui se mobilise et qui est totalement concentré sur cette évolution, y compris les équipementiers de l'habitat, pour répondre à ces nouveaux besoins. Un autre facteur majeur de l'évolution que l'on constate aujourd'hui, c'est le facteur digital. C'est la digitalisation qui impacte à la fois l'ensemble de la démarche commerciale, mais quand on parle de démarche commerciale, c'est dès les premières intentions du consommateur pour renouveler sa cuisine, ces recherches sur Internet, j'en parlais tout à l'heure, qui explosent depuis début mai et qui dépassent les niveaux de 2019. Christian avait rappelé tout à l'heure l'excellente santé du marché de la cuisine équipée en 2019, et on s'aperçoit que ces demandes, dès la première intention, augmentent aujourd'hui en termes de recherche sur le net. Mais c'est aussi une nouvelle approche que le consommateur peut avoir par rapport aux professionnels, notamment en préparant son projet peut-être à distance, en s'appuyant peut-être plus sur les sites Internet. Et aujourd'hui, on le constate, on le voit, et Damien Boursier maintenant, qui est le directeur général de CompuSoft, va vous expliquer ça dans un nouveau Magnéto Serge. Bonjour, je suis Damien Boursier, directeur général de CompuSoft France et administrateur au SNEC. Il m'a été demandé de vous parler de la digitalisation des process pour la vente d'une cuisine et de la découverte online. Tout d'abord, quelques mots sur CompuSoft. Depuis plus de 30 ans, nous sommes spécialisés dans l'outil 3D d'aide à la vente pour les professionnels de la cuisine, du rangement et de la salle de bain au niveau national et international. Qu'est-ce que la digitalisation des process pour la vente d'une cuisine? Aujourd'hui, en magasin, vous êtes quasi tous très bien digitalisés. Vous maîtrisez les outils d'aide à la vente permettant la conception 3D et le chiffrage. Pour chaque nouveau client, vous créez un projet sur mesure, 100% sur mesure. Votre dossier se compose d'une belle photo en réalité augmentée, voire d'une vidéo, de plans 2D, d'un devis précis, bref, un dossier complet, bien soigné. Vous êtes des experts de l'agencement, vous maîtrisez la décoration, l'ergonomie, l'éclairage, les accessoires, l'électroménager et en plus la vente. Quel beau métier. Donc la digitalisation des process pour la vente d'une cuisine est maîtrisée en magasin. C'est parfait, il faut continuer. Qu'est-ce que la découverte online? Concernant la découverte online, là je pense qu'il faut encore performer. Pourquoi? Parce que lors du premier rendez-vous, vous ne partirez plus de zéro, vous connaîtrez les attentes de votre futur client. Parce qu'aujourd'hui, le futur client est devenu, par la force des choses, très actif sur le web. Il y passe des heures chaque jour et lorsqu'il a envie de quelque chose,
d'une nouvelle cuisine, il va faire une multitude de recherches sur le web. Il veut avoir une réponse rapide sur ses interrogations, mais tout de suite. Il faut saisir cette opportunité et pouvoir le capter et le ramener vers vous. Si vous démarrez une partie de votre découverte online, vous gagnerez beaucoup de temps par la suite. De plus, votre savoir-faire devient une vitrine ouverte 24 heures sur 24 visible. Elle vous produira sans effort de nouveaux clients potentiels. Gardez à l'idée qu'un nouveau futur client, souvent très actif sur le web, aura du mal à attendre son premier rendez-vous dans une semaine, voire 10 jours, sans rien en retour de votre part. Dès que vous fixez avec lui le premier rendez-vous, il aimerait vous sentir pas loin de lui. Il faut plus communiquer, lui transmettre des informations de vous, voir comment c'est certaines choses utiles pour son futur projet. Il va falloir le garder dans votre espace à vous, sinon le risque est qu'il parte surfer sur le web et vous quitte. Le but est de créer un écosystème entre lui et vous, lui donner l'impression que vous n'êtes pas si loin de lui, même si on se voit que dans 10 jours. La découverte online permet de savoir s'il a un réel projet, par exemple, quelles sont ses attentes en termes de couleurs, de modèles, de formes de cuisine. Il souhaite une petite cuisine, une grande cuisine. Tout ça, ces indicateurs, c'est 50% de temps gagné en magasin. Vous disposez d'indices forts pour bien réussir le premier échange lors de la visite en magasin. Donc, pour une bonne découverte online, 2 choses à travailler en amont du premier rendez-vous. 1, l'inspiration. 2, la communication. L'inspiration, c'est une vitrine de vous, de votre savoir-faire, de vos idées d'agencement. Si vous n'avez pas d'outils adaptés, exemple un site internet interactif avec un configurateur 3D, un endroit de partage, d'échange, d'inspiration, il est possible de faire avec des moyens simples certaines choses. Par exemple, donner à votre futur client un diaporama de toutes les belles cuisines que vous avez fait depuis 1-2 ans et ce que vous êtes en mesure de réaliser pour lui. Classez-les par couleur, par forme, mettez des grandes, des petites. Rajoutez des conseils de professionnels. Comment bien tracer sa pièce, bien placer les ouvertures. Rajoutez des rappels, des choses à préparer avant la visite en magasin. Communication. Dans votre diaporama ou votre galerie d'images ou votre mail ou sur votre site internet, mettez bien visible vos coordonnées. Rappelez qu'il peut à tout moment vous contacter et que c'est avec plaisir que vous le renseignerez. Confirmez-lui par retour SMS ou mail le futur rendez-vous. Glissez les liens de votre site internet, votre galerie d'images. Faites-lui savoir que si besoin, en cas de contretemps, vous pourriez même lui faire une première présentation vidéo à distance. Ne pensez pas seulement à la communication avant le premier rendez-vous. Même après la signature, il faudra lui laisser l'impression que vous n'êtes jamais trop loin de lui. Est-ce une nouvelle opportunité? La prédécouverte online est une nouvelle opportunité pour plus capter de clients potentiels. Elle vous donnera des indices nécessaires pour mieux connaître en amont votre futur client et ses attentes. Elle se traduira par un gain de temps. Elle permet de réduire le nombre de visites avant signature. Gardez à l'idée que le futur client veut vivre avec vous une histoire. Le prix vient en 2e position. Nous, les éditeurs de logiciels, disposons d'outils sur mesure pour traiter ces choses. Ils sont très simples d'utilisation. Ne perdez pas de temps. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous solliciter. Je vous souhaite à tous une excellente continuation. Alors, 3 interventions que vous venez de voir en vidéo, 3 interventions qui colorent et qui éclairent cette évolution du marché et évolution auquel on doit aujourd'hui s'adapter. Les clients s'y adaptent très rapidement. À titre individuel, on est beaucoup plus rapide que quand on est une grosse organisation ou des réseaux de magasins. Et on peut imaginer aujourd'hui les conséquences que ça peut avoir. La première conséquence, elle est au niveau des vendeurs.
On l'a dit tout à l'heure, il faut être hyper flexible, il faut être hyper à l'écoute. Ça veut dire que d'un point de vue des compétences commerciales des personnes qui sont en magasin, qu'on les appelle concepteurs, vendeurs, architectes d'intérieur, peu importe, c'est des personnes qui, dans vos magasins, conçoivent les projets pour les consommateurs, doivent être très pointus aujourd'hui sur la découverte. On l'a vu dans l'intervention de Damien et on l'a constaté pendant la période de confinement, certaines ventes se sont faites à distance. On verra, ça a des impacts juridiques, on traitera juste après. Mais quand on fait une découverte à distance en webcam, quel que soit l'applicatif qu'on utilise, il faut être extrêmement précis et extrêmement rapide dans la découverte des besoins, des motivations et l'expression de ces besoins et motivations des consommateurs. C'est la capacité aussi à être beaucoup plus pointu dans la conception de solutions ergonomiques pensées spécifiquement pour chacun des clients et spécifiquement pour chacun des besoins exprimés par ces clients-là. Et puis c'est être capable aussi de rebondir sur des projets qui auront pu être conçus en amont par les consommateurs, sur des versions simplifiées des logiciels 3D que vous utilisez en magasin. C'est aussi pour les vendeurs être capable de recontacter des consommateurs qui ne poussent pas la porte du magasin physique. On a l'habitude, quand on est en situation de vente dans un magasin, d'accueillir un client quand il passe la porte du point de vente. Traiter une demande qui arrive par Internet, qui arrive par mail, qui arrive par téléphone, c'est très différent pour une population qui est une population de vendeurs plutôt sédentaires. Là aussi, des compétences nouvelles certainement à développer. Alors, ça aura forcément un impact en termes de ressources humaines sur les contrats de travail. Quid de l'application des contrats de travail si le vendeur se déplace à domicile chez le consommateur, parce que le consommateur demande à ce que la découverte se fasse chez lui. Quid des conditions de rémunération, quid de la fourniture d'un véhicule de fonction, par exemple, ou d'un véhicule de service. Il y a des impacts juridiques également. Alors je ne suis pas juriste et vous aurez une intervention prochainement en e-live de maître Sarah Temple-Boyer sur le sujet que vous pourrez regarder et qui reviendra dans le détail sur ce que je vais vous dire maintenant. Mais des règles spécifiques s'appliquent aux contrats qui sont conçus à distance. Et un contrat conçu à distance correspond à un certain nombre de critères. Le premier, ça va sans dire, c'est qu'il n'y a pas de présence simultanée physique des deux parties, du vendeur et de l'acheteur. Donc c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je suis en face de vous, vous êtes à distance chez vous, dans votre magasin, nous ne sommes pas ensemble dans la même pièce. Et pour caractériser également cette vente à distance, il suffit qu'il y ait des moyens technologiques et des simples échanges de mails suffisent pour caractériser le fait que ces échanges se fassent à distance. Ça implique quoi? Ça implique notamment un formalisme qui est très différent, beaucoup plus contraignant. Donc les contrats de vente, donc les bons de commande, et les conditions générales de vente qui s'y rapportent ne sont pas les mêmes que celles qui s'appliquent quand on fait une vente en magasin, notamment du point de vue, mais pas que, du droit de rétractation de 14 jours. Les sanctions qui peuvent intervenir sont lourdes. D'abord, la première, c'est la nullité du contrat. Et puis, des amendes sont prévues qui peuvent, je crois, aller jusqu'à 75 KE. Donc, vous voyez, il y a cette nécessité, là aussi, pour appréhender ce monde d'après dans lequel nous sommes déjà, et bien d'adapter les contrats de travail, les compétences et également les aspects juridiques de la profession. Alors, si on veut regarder ça d'un point de vue d'un cas pratique, on peut regarder finalement comment va s'exprimer tout ce qu'on vient de se dire dans l'approche du consommateur avec le magasin. Aujourd'hui, c'est simple, le consommateur, enfin aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est encore vrai, certains clients font ça, passent la porte d'un magasin pour l'étude du projet et puis vous saluent et c'est le premier contact. On aura toujours ça, on a toujours ça, mais on aura ça de manière différente demain avec des consommateurs qui vont avoir une première approche de l'enseigne ou de votre magasin à distance. Vous confiez un projet parce qu'il l'aura déjà étudié sur une version simplifiée de votre logiciel 3D, vous l'aurez envoyé par mail, vous aura contacté par téléphone en disant voilà, j'ai fait l'étude chez 2 ou 3 de vos confrères, j'aimerais que vous fassiez une étude. Forcément, le rôle du magasin va changer. Le magasin ne va plus intervenir dans un rôle premier de réassurance du consommateur. On a aujourd'hui des parcours de vente, on dit qu'ils sont web to store, c'est-à-dire que le consommateur jusqu'à présent faisait sa première recherche sur Internet et puis allait confirmer ça en magasin, vérifier que ce qu'il avait vu sur Internet matchait bien avec ce qu'il allait voir en magasin en termes de, je dirais, d'ambiance, de territoire, de marque, de territoire de prix, etc. Et puis, évidemment, le rôle du vendeur ou de l'équipe de vente de manière rassurante pour confirmer cette première impression Internet. Là, ce sera différent. On pourra avoir des ventes qui vont pouvoir se conclure quasiment sur Internet, ou en tout cas très avancées sur Internet, et le consommateur ne pourra venir en magasin, finalement, quasiment, je dirais, que pour signer le bon de commande et se rassurer au niveau de la signature du bon de commande, sur ce qu'il aura vu dans toute la démarche commerciale qui aura été à distance.
Ça a un impact forcément sur la manière dont on va appréhender le magasin, sur les concepts magasins. On peut imaginer presque que le consommateur, dans ce cas-là, viendrait prendre livraison virtuellement de son projet en magasin avant de signer le bon de commande ou juste après avoir signé le bon de commande. Il y aura forcément un impact. Est-ce qu'on aura besoin d'autant de surface commerciale? Est-ce que les bureaux vendeurs seront toujours des bureaux vendeurs où on va, comme avant, comme encore aujourd'hui, concevoir le projet avec un logiciel 3D? Donc, c'est plutôt un poste de travail de concepteur, d'archi d'intérieur. Est-ce que là, on n'aura pas plus, finalement, un lieu d'échange un peu plus cosy, un peu plus douillet, toujours cette recherche de cosy, douillet dans l'habitat, mais un lieu d'échange où finalement on finalisera le projet qu'on a déjà fort étudié auparavant. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui vont faire qu'à un moment donné, le rapport du consommateur avec son magasin de cuisine et le rapport de l'équipe dans le magasin avec son magasin, qui est son outil de vente principal, ce rapport-là va évoluer. Il est trop tôt aujourd'hui pour en tirer des conséquences définitives. On est à l'orée de cette modification-là. Sachez que ça, c'est vraiment la tendance. J'écoutais la radio en venant ici ce matin et j'entendais une pub d'une grande marque française de véhicules qui mettait en avant deux choses, le fait qu'elle est française, ça ok, et le fait qu'on pouvait acheter un véhicule à distance. Ils expliquaient en fait en quelques secondes, c'est un format court, 25 secondes, qu'on pouvait très bien acheter son véhicule en concession comme avant, mais qu'il y avait aussi un parc de véhicules neufs disponibles qu'on pouvait acheter sur Internet. Voilà. C'est cette évolution-là dans laquelle on est et qu'on va regarder. Alors, si on ouvre des perspectives, on vous propose de poursuivre l'étude de cette digitalisation et de cette nouvelle approche commerciale finalement à partir de l'automne. Dans des séquences d'e-live dans lesquelles on se penchera sur finalement le renforcement des rôles des spécialistes que nous sommes, puisque nous on pense ici que les spécialistes ont un rôle encore renforcé versus notamment la grande distribution, puisque cette notion d'étude particulièrement approfondie des besoins du client que ne feront pas ceux qui ne sont pas spécialistes. Et puis, c'est quelques questions qu'on peut déjà se poser. Quelle existence demain d'un magasin, d'une enseigne, d'un réseau, s'il n'est pas très fortement investi sur le digital, dans toutes ses acceptions? Et puis, voilà, c'est l'ensemble de ces sujets qu'on va regarder à partir de l'automne, sur lesquels on a déjà commencé à travailler ici au SNEC. Je vais maintenant laisser la parole à Christian, qui va vous présenter le résultat des votes pour le conseil d'administration. Christian. Comme nous l'avons évoqué, bien évidemment, ce sont les résultats de vos votes. Je rappelle simplement qu'ils ont été organisés par NeoVote. Nous avions comme présidente, bien évidemment, Nathalie Gauthier. C'est une forme très particulière, très confidentielle, puisque nous avons évité les pouvoirs papier, etc. Donc, vous avez, pendant 10 jours, eu la possibilité, avec votre iPhone, smartphone, tablette, eu la possibilité donc de voter pour les candidats à la fois dans le collège fabricant, membres associés et équipementiers, et puis dans le collège des distributeurs, qu'ils soient sous enseigne ou hors enseigne. Cette nouvelle composition des membres du bureau, bien évidemment, elle aura pour feuille de route de défendre, de promouvoir avec vigueur, obstination, créativité, innovation tous les métiers de la cuisine sur mesure. Alors, je vous donne les résultats. Nous avons donc un collège qui aurait pu atteindre 18 administrateurs. Au niveau des élus, je tairai le nom de ceux qui ont été battus et je le regrette parce que peut-être n'ont-ils pas fait suffisamment campagne ou peut-être est-ce un jour de malchance. Mais sachez simplement que je les invite bien évidemment à être à nos côtés, même s'ils n'ont pas le titre d'administrateur. Alors, élu Christian Benrat, donc des meubles IMA, européenne de meubles et d'accessoires. Élu Stéphane Véron, président des MESTA, donc en tant qu'équipementier. Élu Damien Boursier, directeur général de Compusoft. Élu Anthony Gloriès, directeur général de Constantino. Élu Thierry Dardel, directeur des ventes export de cuisine, design et industrie. Élu Stéphanie Gay de Chili Group. Élu Christophe Chenu, gérant de Bloom France. Nous avions 2 administrateurs
et en l'occurrence 2 administratrices qui n'avaient pas besoin de se faire réélire, puisqu'elles sont en cours de mandat. C'est Laure Baillier, donc de Groupe Fournier, et Amanda Clouseau, donc du site concepteurvendeur.fr. Dans le collège distributeur, nous avons également un candidat qui n'a pas été élu. En revanche, sont élus Laurent Stream des meubles Stream, Serge Antao de Distridev pour le groupe Schmitt, Paul Julia du groupe Roberta pour l'enseigne Cuisinella, Pascal Rollo, Total Consortium Clayton, distributeur indépendant et ancien président SNEC sur 3 mandats, Didier Desplat, donc de l'enseigne SoCook pour Easy Cook, Alban Biciello pour l'enseigne Pérenne, Arnaud Bernelin, distributeur indépendant en tant qu'enseigne et établissement Bernelin. 2 administrateurs n'avaient pas à se représenter parce que les mandats étaient en cours. C'est donc Guillaume Belay pour l'enseigne Mobalpa des établissements Valima et Julie Lafay des établissements Lafay pour Arthur Bonnet. Vous l'aurez remarqué, nous avons bien évidemment eu un tempo un petit peu rapide, moins d'1h30. Votre assemblée générale se termine. Je tiens à vous remercier très simplement et très naturellement et très chaleureusement toutes et tous de l'avoir suivi. Je tiens à remercier bien évidemment mon camarade Jean-Marie Crouet, le délégué général du syndicat du luminaire, le Gilles, qui nous a accueillis pour cette manifestation, et également, comme il le fait d'ailleurs pour tous nos conseils d'administration, mais qui était surtout aux manettes. Je tiens également à remercier pour la digitalisation et la diffusion de cette Assemblée Générale, l'agence Win-Win, l'ensemble des collaborateurs, ils ont été également nombreux. J'espère qu'en notre compagnie, vous avez recueilli les informations nécessaires. Nous sommes naturellement à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions, en permanence, week-end compris, sur info@snec.org, info@snec.org. Je vous invite et surtout ne quittez pas, je dirais l'antenne, pardonnez-moi, on me lance un petit papier, je ne sais pas, c'est notre ami Jean-Marie Crouet. Je vous invite à suivre nos ateliers dans le droit fiscal, dans le droit social et dans le droit commercial. Bien évidemment, la médiation de la consommation et le plateau recrutement avec Amanda Clouseau. Chacun d'une dizaine de minutes, donc, ce qui vous permet bien évidemment soit de les voir individuellement, soit de les globaliser. Je vous dis à très vite. Merci à vous, merci de votre attention et excellente journée. À très bientôt. Au revoir.